Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler rugby, on va revenir sur la 4e journée du tournoi Destination, l'avant-dernière journée de ce même tournoi Destination. On parlera des 3 matchs de cette journée, c'est-à-dire Italie-Pays de Galles, bien entendu Angleterre-France, plutôt dans ce sens-là. On terminera avec Écosse-Irlande, on regardera le classement, le programme également de la dernière journée. Enfin voilà, pour tout savoir de ce qui s'est passé et ce qui peut potentiellement se passer dans ce tournoi des 6 nations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle équipe vous a plu, quelle équipe vous a déçu. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez faire un super thanks, ça c'est si vous avez les moyens. Je remercie les gens qui l'ont déjà fait sur la chaîne. TikTok, EPS 2.0, normalement je fais tout pour qu'il y ait un épisode cette semaine de PS 2.0. Mais bon voilà, c'est compliqué, il y a pas mal de courses en ce moment, là il y a eu Paris-Nice-Tirreno. On va essayer de faire tout ça rapidement. Bon, on commence tout de suite cette vidéo. Avec le premier match de cette journée, Italie-Pays de Galles, c'était le match pour la dernière place, le match pour la cuillère de bois, la cuillère en bois même plutôt, entre l'Italie et le Pays de Galles. Et on avait tous dit Italie plutôt favorite à domicile face à un Pays de Galles extrêmement moribond. Et puis non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on a une équipe d'Italie qui est complètement passée à côté de son match. C'est fou. J'ai eu l'impression de revoir l'Italie qui jouait face à l'Angleterre. Et j'avais pas aimé ce match. Vous vous souvenez, Italie-Angleterre. C'est-à-dire que c'est le même match, c'est-à-dire on retrouve les erreurs que commet régulièrement l'Italie, c'est-à-dire beaucoup trop de fautes. Ils se prennent quand même carton jaune. Beaucoup trop de fautes également bêtes. C'est des erreurs également techniques dans cette équipe d'Italie. Puis un début de match catastrophique, c'est-à-dire que les 20 premières minutes, ils prennent l'eau, les Italiens. On rappelle que le Pays de Galles s'est imposé 29-17 avec 4 essais pour le Pays de Galles, 2 transformations de pénalité contre 2 essais, 2 transformations de pénalité, 2 cartons jaunes pour l'Italie. Les 2 cartons jaunes leur coûtent pas si cher que ça parce que les Gallois n'en ont pas énormément profité. Mais ils passent à côté de leur rencontre, les Italiens. C'est le même match que face à l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose pendant toute une mi-temps. Alors, ça réagit bien en deuxième mi-temps, mais ça manque de cadre. Ça, c'est le gros problème de l'Italie, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un jeu de temps en temps un petit peu foufou, mais de temps en temps, il faut quand même revenir sur les bases du rugby, et à certains moments, ça manque de cadre. Voilà le jeu italien, mais c'est dommage de ne pas réussir à produire son jeu face aux petites équipes. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'Italie n'arrive à produire son jeu que face aux grosses équipes. Parce que face à l'Écosse, c'était pas l'Écosse, pardon, c'était l'Irlande, pardon, leur premier match. Et face à la France, le premier match, ils s'en sortent très très bien. Vraiment, les Italiens, ils font 2 belles rencontres. Face à Angleterre et le Pays de Galles, ils font 2 rencontres vraiment où ils passent à côté. Et là, c'est un peu plus incompréhensible. Alors, face à Angleterre, on pouvait se dire c'était à Twickenham. Là, ils étaient à domicile. Peut-être qu'ils se sont mis trop de pression sur ce match. Peut-être que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler sur le niveau mental. Ça manque peut-être d'un leader de vestiaire. C'est vrai que pendant des années, il y a eu Parissé à la tête de cette équipe et que pour le moment, du côté des Italiens, il manque peut-être un leader de vestiaire. Mais c'est vrai que l'équipe est passée à côté. Complètement à côté. Alors, il leur manquait peut-être quelques joueurs, mais ça a quand même été un match, je trouve, très compliqué, trop compliqué pour cette équipe d'Italie. On sent que physiquement, ça, ils ont souffert sur beaucoup de contacts face aux Gallois, mais ils sont passés à côté de leur rencontre, dominés complètement, et puis beaucoup trop d'approximations, beaucoup trop d'erreurs au niveau des passes. Vraiment, là, il y avait des passes en avant quand même assez nettes. Les Anglais aussi ont fait ça lors de leur match, mais c'est vrai que c'était très compliqué du côté de ce match de l'Italie. Du côté du Pays de Galles, c'était quand même mieux que sur les 3 premiers matchs. Je trouve que Webb-Williams, ça marchait bien.
L'arrivée de Webb a fait beaucoup de bien à cette équipe. C'était mieux, alors c'était pas parfait, loin de là, notamment défensivement, je trouve que c'est une équipe qui manque de rapidité au replacement. Mais les sorties de balle étaient beaucoup plus rapides. Ça c'est vrai que les sorties de balle ont bien marché. Moi j'ai trouvé que troisième ligne ça marchait très bien, notamment Faletao qui fait un très bon match. Mais Morgan et Tiporic ça marchait très très bien. Derrière, ils n'ont pas été non plus très gênés par les Italiens, donc c'est sûr que c'est compliqué de noter leur match à l'arrière du côté des Gallois, parce que bon, les Italiens sont quand même passés complètement à côté. Je pense notamment à Medoncello, à Pierre Bruno, qui n'ont pas fait un grand match au niveau défensif. Alors que du côté des Gallois, on s'en est bien sorti. Après, c'est quand même une équipe où tu sens que ça manque quand même cruellement de talent individuel du côté de cette équipe du Pays de Galles. Mais j'ai l'impression que chez les jeunes, il n'y a pas beaucoup de relève non plus du côté du Pays de Galles, donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais ça a été un match quand même mieux. Les sorties de balles étaient plus rapides. Ça avait été un vrai point noir face à l'Angleterre, avec des sorties de balles où parfois on attendait 7, 8, 10 secondes avant que la balle sorte du ruck. Là, ils ont sorti les ballons beaucoup plus rapidement. Donc c'est là où je dis que Webb, vraiment en demi de mêlée, a fait beaucoup de bien à cette équipe. Un jeu au pied qui a quand même été meilleur aussi. Et puis une équipe qui a semblé un peu plus maîtriser son match, même si, encore une fois, ça reste quand même faible du côté du Pays de Galles. Mais au moins, ils ont sauvé leur tournoi. Parce que c'est vrai que sinon ça aurait été compliqué, mais tu sens qu'il y a encore énormément de boulot du côté du Pays de Galles. Je ne sais pas dans quel groupe ils tombent sur la prochaine Coupe du Monde. Je vais pas vérifier ça, mais on peut vérifier ça tout de suite, même Coupe du Monde 2023, Coupe du Monde. Mais ça risque quand même de pas être facile pour cette équipe galloise, parce que c'est quand même pas très fort. C'est quand même une équipe où tu sens que c'est pas dingue. Au niveau des équipes. Donc le Pays de Galles, ils seront avec l'Australie, les Fidji, la Géorgie. Ça peut ne pas passer. La Géorgie, c'est quand même très costaud. Bon, l'Australie, normalement, est un petit peu au-dessus. C'est vrai que le Pays de Galles, ça peut être compliqué, quoi, parce que c'est une équipe qui, en ce moment, n'est pas vraiment très très satisfaisante au niveau de son jeu. Ça peut être compliqué, voilà, dans un tournoi comme ça pour la prochaine Coupe du Monde. Du côté de l'Italie, qui jouera quant à elle dans le groupe de l'équipe de France avec la Nouvelle-Zélande. Ils doivent se dire que là aussi la qualification va être compliquée parce qu'ils vont avoir deux ogres face à eux, et surtout que vu ce qu'a montré l'équipe de France c'est pas l'équipe de France qu'ils ont rencontré sur le premier match. Les joueurs du match pour moi, moi j'ai mis Webb pour le Pays de Galles, qui pour moi a changé en fait vraiment cette équipe. Faletalo fait un bon match, Tiporic également. Mais Webb, je trouve, a été très très bon dans cette rencontre. Et vraiment, il fait un bon match. Grady aussi, défensivement, a été bon. Moi, je mettrais peut-être Josh Adams, un peu plus transparent quand même. Je trouve que Adams, on l'a peu vu de toute manière sur ce tournoi à destination. Ça, c'est un peu compliqué quand même, je trouve. Et du côté de l'équipe d'Italie, je mettrais Pierre Bruno en flop. Je trouve qu'il n'a pas fait un bon match. Je trouve qu'il a déjà fait bien mieux. Et en top, je mettrais quand même Negri. Et Negri est toujours bien présent sur les touches. C'est quand même un joueur important de cet effectif, Negri. Je mettrais Negri, le 6, qui a été moins mauvais, je dirais, que ses adversaires, mais c'est quand même frustrant du côté d'Italie de ne pas réussir à s'en sortir face aux petites équipes. Bon, on passe à la gifle, à la baffe, à la guillotine, comme l'ont surnommé les Anglais, des journaux anglais qui ont dit que c'était un coup de guillotine quand même, qui avait fait très mal. Angleterre-France, 53-10,
Pensez pas vivre ça un jour à Twickenham. Je pensais avant ce match-là que l'Angleterre n'avait pas les moyens de nous mettre en difficulté et que c'était un match où on pouvait s'en sortir plutôt facilement. De là à ce qu'on en colle 53 aux Anglais, non. Surtout que le matin, quand je regarde les prévisions météo et que je vois qu'il va pleuvoir, je me dis ah, ça c'est pas bon pour le jeu de l'équipe de France. Dans tous les trucs exceptionnels, il faut quand même se dire qu'on en a collé 53 sous la pluie, mais une pluie battante. C'est ça le pire pour les Anglais. C'est qu'ils s'en prennent 53, mais dans des conditions où normalement ils n'auraient pas dû s'en prendre 53, où normalement aucune équipe ne devrait se prendre 53 points en rugby dans ces conditions-là. Ils n'ont pas vu le jour, les Anglais. En fait, ils ont eu un avantage énorme, les Anglais, sur leur tournoi à destination, c'est le calendrier. C'est-à-dire que bon, l'Écosse, ils sont tombés face à l'Écosse lors du premier match. L'Écosse n'était pas encore complètement en place et en deuxième mi-temps, ils prennent l'eau quand même, les Anglais, il faut le dire. Mais l'Écosse n'était pas encore complètement en place. Donc je dirais que ça a permis de pas trop voir peut-être les lacunes de cette équipe. L'Italie, deuxième match, ils gagnent, mais face à une Italie qui rate son match. Encore une fois, l'Italie, ça l'avait joué pareil que face à l'équipe de France, a gagné face à l'Angleterre. Ils jouent le Pays de Galles. C'est peut-être le match où le Pays de Galles a le moins bien joué sur les 3 premiers matchs, et pourtant, ils ne s'en sortent que par 10 points. En fait, à chaque fois, on pourrait se dire, il y a 2 victoires. Quand ils arrivent face à l'équipe de France, ils sont à 2 victoires. Donc, ils sont toujours dans le match pour pouvoir potentiellement gagner le tournoi. Mais en soi, la manière n'était pas là. La manière était catastrophique. Bon, je l'ai dit depuis le début du tournoi, à partir du 9e joueur, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, à partir de Van Poortvliet, c'est une catastrophe. Cette équipe entre 9 et 15, il n'y a rien. Voilà, il faut le dire, il y a un moment, c'est une catastrophe. Et quand tes avants sont bien pris par l'équipe de France, ça devient vraiment très 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 compliqué. Et tu sens qu'on a fait pourtant pas mal de changements dans ce match-là. On met notamment Marcus Smith, on met notamment Chetsam, qu'on avait mis lors du premier match. Enfin voilà, on a pas mal changé l'équipe. Dombrandt également, je crois qu'il n'était pas sur les matchs précédents. Et pourtant, c'est un échec. Là aussi, c'est un échec complet. Il n'y a pas eu de réaction. On change le capitaine. On met Genge, qui est plutôt un joueur qui a fait des bons premiers matchs. C'est un échec total. Tout a été un échec dans ce match pour les Anglais. Défensivement, inexistant. Offensivement, quand ils avaient le ballon, ils ne savaient pas quoi en faire. Et surtout, ils n'ont pas eu souvent le ballon, ça il faut le dire, hein, ils n'ont pas eu souvent la possession du ballon. Ils ont eu un moment, un temps fort, où ils convertissent, ça c'est vrai que c'est bien, ils ont converti leur seul temps fort du match. C'est-à-dire entre la 40e et la 46e, 47e minute, on a du mal à re-rentrer dans le match, parce qu'on a déjà une belle avance à ce moment-là, et les Anglais arrivent à jouer. Mais de là à leur coller quand même 7 essais aux Anglais, c'est monstrueux. Ils n'avaient jamais perdu avec autant de points encaissés à Twickenham. Voilà, ça va être une défaite qui va faire mal. C'est une humiliation, même plus qu'une défaite. Je ne vois pas comment Borthwick va pouvoir rester sélectionneur de l'Angleterre. Tu ne peux pas rester sélectionneur après une humiliation comme ça. Tu seras l'entraîneur qui a perdu de 53 points à Twickenham. Tu resteras pour toute ta vie ce mec-là, normalement. À part si tu arrives à faire une révolution. Les matchs précédents n'ont pas été bons, en plus. Si encore, on pouvait se dire, allez, ils se sont pris 2 cartons rouges au bout d'un quart d'heure de jeu. Les matchs précédents avaient été bons, mais là, le contenu des matchs précédents était nul. Là, c'était pas beaucoup mieux, vraiment. Et tu t'enfonces dans une crise. Et une crise où tu sais pas comment tu vas t'en sortir, parce que la plupart des clubs anglais sont en faillite. Parce que voilà, c'est une catastrophe complète. Parce que faut très clairement le dire que c'est quand même assez incompréhensible que cette équipe qui a joué quand même la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde, il y a 4 ans, ils étaient en finale de la Coupe du Monde, avec l'équipe la plus jeune de l'histoire en finale. Donc normalement, tu dois pouvoir enchaîner sur 4, 5, 6 années sans trop de problèmes. Cette équipe-là n'avance plus depuis 2 ans. N'arrive plus à jouer, n'arrive plus à rien faire. Je pense que garder l'adjoint
Eddie Jones se mettre sélectionneur, c'était pas une bonne idée parce que les joueurs n'en pouvaient plus d'Eddie Jones. Voilà, on est arrivé dans une situation où Eddie Jones n'en pouvait plus de ses joueurs et les joueurs n'en pouvaient plus d'Eddie Jones. C'est un peu pour ça qu'il s'est barré, Eddie Jones. Il faut le dire. Mais il fallait changer de méthode. Et je pense que repartir, on va dire, sur la même méthode, on va dans le mur du côté de l'Angleterre, mais on va dans le mur sévère. Van Poortvliet, il faut le remplacer, il faut trouver une solution, c'est pas bon. Marcus Smith, on pensait que c'était la solution avec un Owen Farrell qui avait été en difficulté, il a été encore plus mauvais qu'Owen Farrell. Pourtant, Owen Farrell, depuis le début du tournoi, c'est une catastrophe, un capitaine inexistant. Alors, Genge j'ai peut-être un bon joueur, c'est pas un bon capitaine. Il a été inexistant pendant toute la rencontre, sans savoir quoi faire, sans savoir quoi dire. C'est quand même fou, c'est qu'à des moments du match, moi ça m'a choqué, à des moments du match, ils s'en prennent. Ils sont déjà genre à 35 points d'encaissés. Sur une mêlée, ils gagnent une mêlée face à l'équipe de France. Ils se félicitent, ils se congratulent comme s'ils ils menaient de 25 points. Non, quand tu es en train de te prendre une branlée à domicile comme ça, tu fais la tête basse. Tu fermes ta gueule, on va dire. Et il y a eu des situations où à des moments ils s'enflammaient alors qu'ils étaient menés de 40 points. Cette équipe est dans... Je ne sais pas comment on peut rebondir dans l'équipe d'Angleterre. Eux, ils ont encore une chance, c'est d'avoir des jeunes plutôt performants. Mais encore, les jeunes anglais se sont pris une branlée aussi le vendredi face aux jeunes de l'équipe de France. Et surtout, là, il y a quand même tous les joueurs ont pris l'eau. Tous les joueurs ont pris l'eau. Ça a été une catastrophe. Du côté de l'équipe de France, alors certes, ils sont tombés face à une équipe d'Angleterre qui était très faible, et qui n'a jamais été capable de nous mettre en difficulté, mais on a retrouvé le French Flair. Vous savez, c'est le fameux grand truc qu'on dit à chaque fois, le French Flair, mais l'action, le deuxième essai de Flamand, avec ce petit coup de pied d'Antoine Dupont enchaîné avec cette petite claquette en arrière de Ntamak pour Flamand, on a retrouvé ce type d'action un peu folle qu'on n'avait pas été en capacité de faire sur les 3 premiers matchs. On a eu un jeu au pied qui a été très très bon. Et pourtant, c'était pas évident dans des conditions d'humidité, de pluie comme ça. On a été très bon au pied. On a une 3e ligne qui a été sensationnelle. Olivon, Alderit, Kroos, ils ont été sensationnels. Jonathan Danty, il nous a gratté énormément de ballons. Ça aussi, ça avait été le gros souci lors des 3 premiers matchs. Défensivement, on a été très très bon. Et surtout, on a réussi à regratter des ballons. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire lors des matchs précédents. Ça avait été notre grand souci. On a réussi à s'adapter enfin à l'arbitrage. On a fait des mêlées de très grande qualité. C'est juste les touches. On peut encore dire, allez, sur les touches, il y a peut-être encore du travail à faire. Dupont a été sensationnel. Le match a été très très bon pour cette équipe de France. On a retrouvé un rythme monumental. On les a exténués, ces Anglais. Vraiment, on les a explosés dans beaucoup de secteurs du jeu. Donc très bon match de cette équipe de France, qui a été au-dessus dans quasiment tous les compartiments du jeu, où l'Angleterre a subi partout, et je trouve que c'est un match vraiment fédérateur, c'est un match qui est très important pour remontrer à tout le monde qu'on est l'une des équipes sur laquelle il faudra compter lors de la prochaine Coupe du Monde. Parmi les joueurs du match, du côté de la France, alors moi j'ai été surpris qu'on me nomme Ramos, parce que je trouve que sur l'essai anglais, il rate quand même complètement son plaquage, ce qui donne l'essai à l'Angleterre. Et pourtant, c'est face à son homologue Stewart, c'est un arrière face à un autre arrière, il se fait démolir par Stewart. Alors même s'il a fait des belles actions, encore une fois, Ramos, mais moi j'aurais mis Flamand, qui je trouve a fait un match exceptionnel. J'aurais mis peut-être Penaud, qui a été aussi très bon, notamment sur les ballons au pied. Autant les Anglais ont souffert sur les ballons au pied, où ils ont vendangé pas mal de ballons comme ça qu'on avait lancés au pied et ils ont perdu des ballons, autant nous on a été très bons là-dedans. Même Danty, parce qu'il fait un énorme travail défensif. Danty, il était de retour et il a vraiment beaucoup apporté, je trouve, à cette équipe de France. Mais Ramos moins. Le flop, peut-être William C qu'on a moins vu dans ce match. Peut-être Ficou, c'est méchant de dire Ficou, mais c'est vrai qu'il était un peu moins
Offensivement, un peu moins actif que peut-être que d'habitude. Mais encore, il y avait Danty. C'est peut-être parce que j'ai plus regardé Danty que Ficou. Non, je mettrais William C. Je trouve que William C était un peu en dessous par rapport à la prestation quand même magistrale de ses équipiers. Du Mortier a fait également un bon match. Voilà, mais peut-être un peu en dessous par rapport aux autres. Du côté de l'Angleterre, au top, moi je me mets Itoje. C'est le seul joueur, je crois, de cette équipe qui a été à son niveau des autres matchs, même du tournoi. C'est-à-dire Itoje, il t'a gratté 2-3 ballons. Voilà, moi je mettrais Itoje. Je trouve que dans le travail défensif, il a été bon. C'est peut-être l'un des rares qui a surnagé dans ce marasme. Alors, du côté des flops, je mets pas Genge, mais j'y ai réfléchi, parce que c'est vrai que je trouve que c'était Owen Farrell le capitaine, même alors qu'il était sur le banc, c'était lui le capitaine, c'était lui qui engueulait les joueurs. Genge, il était amorphe. Mais moi, je mets Marcus Smith. C'était une chance pour lui d'être titulaire. Il est complètement passé à côté, et je peux te dire que Marcus Smith, je pense que faudrait vraiment qu'il fasse des performances monumentales pour qu'il redevienne titulaire un jour en équipe d'Angleterre. Hein, ça fait partie des joueurs, je pense, qui ont énormément perdu avec cette humiliation de l'équipe de France. Ça montre aussi, je pense, qu'on parlait de Steve Borthwick, Borthwick, pardon, qui était peut-être pas forcément le bonhomme au poste de sélectionneur, mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de joueurs anglais qui avaient l'air d'avoir une surpression au début du match, notamment Marcus Smith. Tu avais l'impression que l'entraîneur leur avait fait une causerie où ils devaient gagner à tout prix, sinon c'était fini. Alors que vu les matchs précédents que tu avais fait, il fallait plutôt redonner de la confiance à tes joueurs, ce que fait très bien, je trouve, Fabien Galtier, notamment avant le match face à l'Écosse, où je trouve qu'il leur a redonné confiance énormément, il les a pas affolés. Là, j'avais l'impression qu'on les a affolés, les joueurs anglais, avant cette rencontre, en disant vous gagnez pas, c'est la fin du monde, quoi. Et ce qui a été une catastrophe. Je pense les premières minutes sont une catastrophique, mais parce que tu vois des joueurs qui sont en manque de confiance sous pression. Et ça, c'est le pire. Et notamment Marcus Smith qui était sous pression. Alors qu'en plus, tu le mets titulaire alors qu'il a quasiment pas joué sur les 3 premiers matchs. Alors, sur les 3 premiers matchs, il est remplaçant et il rentre genre dans les 5 dernières minutes. Donc tu le mets titulaire à un poste demi-d'ouverture qui est quand même un poste très important au rugby, en lui mettant la pression. Enfin, je trouve ça assez surprenant de la part du sélectionneur. C'est là où on peut se dire que être un bon entraîneur ne fait pas de toi forcément un bon sélectionneur. C'est 2 métiers différents. Borthwick a été très bon entraîneur en club, mais entre être entraîneur en club et entraîneur en sélection, c'est pas la même chose. On termine avec le 3e match, Écosse-Irlande, qui était un match très important, un match très attendu. Déjà parce que, pour moi, il était attendu parce qu'on s'attendait à avoir du beau rugby, vu ce que l'Irlande avait fait face à l'équipe de France. Et que Écosse, équipe de France, avait été un bon match également. On s'attendait à ce que l'Écosse soit capable de vraiment peut-être malmener cette équipe d'Irlande. Et puis importante également pour le classement de ce tournoi à destination. Est-ce qu'une équipe allait battre cette équipe d'Irlande dans cette rencontre? Eh bien non, victoire de l'Irlande 22-7, 3 essais de transformation, une pénalité face à un essai, une transformation du côté de l'Écosse. L'Irlande, toujours aussi sensationnelle, notamment au niveau des sorties de balles, des sorties de camp qui sont juste à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment 2 secteurs où ils sont très très forts. Ils n'ont pas un jeu très spectaculaire, les Irlandais. Ce sont les fondamentaux. C'est pas un jeu non plus qui surprend l'adversaire par rapport à ce qu'est capable de faire l'équipe de France en termes de variété. Par contre, c'est diablement efficace ce que propose l'Irlande. Et c'est ce qui leur permet de gagner tous ces matchs, parce que c'est diablement efficace ce que propose l'Irlande. Et notamment, à un moment, il y a une sortie de camp monumentale où ils gagnent facilement 40-50 mètres sur une sortie de camp. Après, il y a eu des actions vraiment de la part de l'Irlande en 2e mi-temps où les mecs vraiment vont à une vitesse de dingue. Mais vraiment, Murray-Sexton a fait un super match dans cette rencontre. Il y a eu également Love
Lowe qui a été très bon aussi dans ce match, que ça soit défensivement et offensivement. Et puis ils ont des joueurs de qualité, et puis ils sont capables de mettre un rythme dans les rencontres et de tenir ce rythme. Alors la France a été capable de le faire face à l'Angleterre, mais c'est vrai que face à l'Irlande, on avait souffert en fin de match, et là les Irlandais ils ont été capables de tenir ce rythme pendant 80 minutes, alors que pourtant il y a de la casse. C'est-à-dire que à la fin du match, ils ont plus de talonneurs. À la fin, ils perdent beaucoup de joueurs. Ils perdent quand même 3 joueurs importants assez vite dans le match. Doris qui rentre très vite, Anderson, Doris sort, pardon, Sheehan, Anderson qui sortent très vite. Ils ont plus de talonneurs sur les 30 dernières minutes de match. Toute la deuxième mi-temps, c'est Van der Flier qui fait les touches, et pourtant ils s'en sortent. C'était le match piège. Le 4e match, c'est toujours très compliqué sur un tournoi à destination. Tu te retrouves en Écosse, à Murrayfield, tu perds 3 joueurs en 30 minutes de match, et ils arrivent quand même à sortir en deuxième mi-temps je crois un 15-0 en deuxième mi-temps, un 14-0, je sais plus, en deuxième mi-temps, qui est juste monumental, où les Écossais voient pas le jour à partir de la 50e minute. Les Écossais ont tenu 50 minutes. À partir de la 50e, ils ont pris l'eau face à cette équipe d'Irlande. Parce qu'en plus, cette équipe d'Irlande, elle a une force, c'est que dès que vous faites une erreur, elle vous punit direct. Faut pas faire d'erreur avec cette équipe d'Irlande. C'est-à-dire que derrière, elle vous punit, et elle vous punit de manière monstrueuse. Et encore une fois, les Écossais font pas un mauvais match. Défensivement, ils sauvent quand même 2 situations d'essai dans cette rencontre, notamment une avec Van der Merwe, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que cette équipe écossaise qui fait pas qui je pense a fait un meilleur match face à l'Angleterre, face à l'équipe de France que face à l'Irlande, mais qui fait pas non plus un match catastrophique. Mais cette équipe d'Écosse, là, elle est tombée face à un os, quoi, et vraiment un os compliqué à trouver, compliqué à ronger. Cet os, c'était les Irlandais qui ont été au-dessus. Alors oui, Finn Russell n'a pas fait un grand match, par exemple. C'est vrai que Finn Russell a fait pas mal d'erreurs, notamment des passes en avant, mais de 5 mètres en avant. Ça, c'est assez rare. Et il a dégoupillé au pied à 3-4 reprises, donc il a eu un match compliqué. Finn Russell, pas mal de fautes également de la part des Écossais. Ils ont enchaîné quand même pas mal d'erreurs, ils contestaient énormément, et je pense qu'ils ont perdu de l'énergie là-dedans. Un Van der Merwe qui a été, je pense, qui a eu un moins bon rendement que d'habitude, mais ils n'ont jamais trouvé la solution offensivement face à l'Écosse. Tu le voyais, à un moment il y a une action en première mi-temps, je crois qu'ils mettent 16 ou 17 phases d'attaque avant d'accéder aux 22 mètres. Juste d'accéder à la ligne des 22 mètres. C'est monumental ce qu'a fait l'Irlande sur cette rencontre. On sous-estime peut-être un peu le match de l'Irlande parce que l'équipe de France en a marqué 53 à l'Angleterre. Mais l'Irlande a quand même fait une démonstration dans ce match-là. Ils prennent pas le bonus offensif, mais il y a quand même un énorme arrêt de jeu dans les 10 dernières minutes pour commotion, une énorme commotion. Je sais plus c'est qui qui se fait commotionner, c'est Ringrose, voilà. Non, c'est pas Ringrose, pardon. C'est Fagerson du côté de l'Écosse qui est commotionné, et ce qui fait qu'il y a un énorme arrêt de jeu pendant le match. Sinon, voilà, le match a été très bon de la part de l'Irlande. Voilà, la seule déception, c'est de ne pas avoir réussi à marquer ce 4e essai, ce qui laisse encore une petite chance à l'équipe de France d'aller chercher la victoire sur le tournoi. Mais vraiment, l'Irlande, pour le moment, est au-dessus. Les hommes du match dans cette rencontre du côté de l'Irlande, je mettrais Lowe, qui a été très bon. Je trouve que ça soit offensivement et défensivement, je trouve qu'il fait un très bon match. Moi je mettrais peut-être en dessous, qu'on a un peu moins vu, peut-être Murray, peut-être O'Mahony, qui sont des joueurs, et encore O'Mahony aussi à gratter des ballons. Ouais, peut-être plutôt Conor Murray. Alors quand il a eu le ballon, il a été très performant.
Mais je trouve qu'on l'a peu vu avec le ballon offensivement, hein, sur des actions vraiment de course, ce genre de choses. On l'a trop peu vu. Je trouve qu'il a été trop discret dans ces actions-là. Mais encore, c'est méchant, presque même pour Murray. Parce que cette équipe d'Irlande, c'est quand même du costaud, hein. Encore une fois, on est sur une équipe qui est très très solide, cette équipe d'Irlande. Il faut saluer aussi le grand travail, hein, des Anglais dans cette sélection irlandaise, hein, notamment Andy Farrell. Tiens, est-ce qu'il va pas avoir des coups de téléphone pour après la prochaine Coupe du Monde si l'Angleterre se plante? Peut-être. Du côté de la sélection écossaise, pardon. Moi je mettrais quand même Russell en flop parce qu'il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs dans la rencontre. J'hésite entre Russell et Van der Merwe parce que alors à un moment il a après son action héroïque en défense, il n'a vraiment pas été très bon. Notamment à un moment, je trouve qu'il vendange une occasion d'essai. Et ensuite, il n'a pas réussi à casser énormément de lignes de la défense irlandaise. Je pense aussi qu'il était peut-être un petit peu attendu. Ouais, Russell, Van der Merwe un petit peu en dessous. Et puis en plus, moi je mettrais Schumann parce que c'est vraiment un pilier qui est très bon avec le ballon en main et qui est capable de casser énormément de lignes, qui fait beaucoup de bien à cette équipe écossaise aujourd'hui, Schumann. Et vous l'avez entendu, hein, on aurait dit Chabal, chaque fois ils font ouh comme ça dans les tribunes, comme à l'époque de Chabal. Bon, du côté du classement de ce tournoi à destination, l'Irlande est en tête avec 19 points, donc 4 victoires, dont 3 bonifiées. La France est deuxième avec 3 victoires pour une défaite. La France peut encore gagner le tournoi à destination. Pour ça, il faudra qu'elle remporte son dernier match avec le bonus offensif et que l'Irlande perde sans bonus défensif. Parce que si l'Irlande perd avec le bonus défensif, ça ferait 20 points. La France gagnerait avec le bonus offensif. Et dans ce cas-là, il faudrait que la France ait un meilleur average goal que l'équipe d'Irlande. Et encore, oui, ça serait pas facile pour l'équipe de France. Donc vraiment, il faut que la France gagne et ensuite, il faudra qu'elle attende le match de l'Irlande. L'Écosse, troisième. L'Écosse et l'Angleterre donc, sont troisième pour le moment à égalité, en sachant que l'average goal de l'Écosse est meilleur que l'average goal de l'Angleterre. Que l'Angleterre joue l'Irlande en dernier match qui ne va pas être évident. Donc techniquement, moi je verrais bien l'Écosse troisième, Angleterre 4 et Pays de Galles 5, Italie 6 pour le moment. Quoique, allez, pourquoi pas l'Italie qui gagnerait son dernier match face à l'Écosse. Ils sont souvent bons au dernier match, l'Italie. On regarde le calendrier. Donc, Écosse, Italie, tous les matchs auront lieu samedi, ce qui ne m'arrange absolument pas parce que c'est en même temps que Milan-San Remo. Donc, je vais certainement tous les rattraper dimanche. Donc, ça ne sera pas avant lundi ou mardi la vidéo sur le tournoi de destination. Mais Écosse-Italie, donc, qui sera à 13h30. On aura ensuite France-Pays de Galles à 15h45 et à 18h, Irlande-Angleterre, qui sera le dernier match de ce tournoi destination, peut-être la fête pour la Saint-Patrick en Irlande, du côté de Dublin, pour cette rencontre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans le commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!